Regardez tout de suite dans le projet Front News. L'Iran est en feu, l'ami de Poutine Khamenei a été éliminé. La guerre au Moyen-Orient marque le début de l'effondrement du régime du Kremlin. Contre-offensive des forces armées ukrainiennes en 2026. Des images de combats réels et des pertes catastrophiques parmi les mobilisés russes. Vous devez voir cela. Et en plus, Poutine envoie à l'abattoir en Ukraine des étudiants russes. La tactique de marque du bunker. On n'a jamais trop de chair à canon. Des images enflammées, brûlantes et explosives du front à voir tout de suite. Bonjour à tous, vous êtes avec Vladimir Timochenko. Et nous commençons tout de suite avec le sujet principal. La guerre au Moyen-Orient, que beaucoup appellent déjà la Troisième Guerre mondiale, prend malheureusement de l'ampleur. Et la Russie de Poutine y est également impliquée. En bref, dans la matinée du 2 mars, la situation s'est aggravée en raison de frappes massives réciproques entre Israël, les États-Unis et les forces pro-iraniennes. Ce qui a conduit au lancement d'une vaste opération offensive contre les amis de Poutine à Téhéran et au Hezbollah. Nous avons rassemblé les informations les plus récentes sur la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions à Moscou. Regardons. Il n'y aura pas de trêve. Au contraire, tout le Moyen-Orient entre en guerre. Désormais, même certains pays européens commencent à s'impliquer activement dans tout ce processus. L'Iran a officiellement refusé de négocier avec les États-Unis. Téhéran est prêt à mener une guerre de longue durée. Et ils attaquent tout le monde sans distinction. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et l'Irak ont déjà été pris pour cible par Téhéran. Même la base aérienne britannique d'Akrotiri à Chypre a été prise pour cible. Un drone y est arrivé. Le ministère britannique de la Défense a confirmé l'attaque. Le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré que la base avait subi des dégâts mineurs. Je tiens à préciser, notre pays ne participe en aucune manière et n'a pas l'intention de participer à des opérations militaires. L'Iran dirige principalement sa colère contre Israël, souvent en visant des quartiers résidentiels ordinaires. Cependant, dans la matinée de lundi, une frappe a également visé la direction politico-militaire. Le CGRI affirme avoir attaqué le bureau de Netanyahou. Le commandement de l'armée de l'air israélienne aurait également été pris pour cible. Israël ainsi que les bases américaines et européennes ne sont pas les seules cibles de l'Iran. Les infrastructures pétrolières sont également attaquées par les Iraniens. Téhéran a déjà frappé une raffinerie en Arabie saoudite. On sait également qu'une attaque de drone a visé des plateformes pétrolières offshore des Émirats arabes unis. En raison des frappes contre l'industrie pétrolière, ainsi que de l'incertitude concernant le fonctionnement du détroit d'Ormuz, par lequel transite la majorité des pétroliers et qui est contrôlé par l'Iran, le prix de l'or noir a grimpé à plus de $80 le baril. Habituellement, environ 1/5 du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié passe chaque jour par Ormuz. L'Iran a déclaré que la voie maritime reste ouverte, mais a également confirmé les attaques contre 3 pétroliers dimanche. Israël et les États-Unis contrôlent en fait le ciel au-dessus de l'Iran et continuent de détruire méthodiquement l'infrastructure militaire et de défense. En réponse, l'Iran a officiellement déclaré qu'il ne prévoyait pas de développer des missiles capables d'atteindre le territoire des États-Unis, mais qualifie les frappes contre les bases américaines à l'étranger de réponses justes. Vous avez dit que vos missiles ne pouvaient pas atteindre les États-Unis. Vous ne cherchez pas à atteindre les États-Unis, mais vous avez également dit que cela serait nécessaire dans le cadre de la légitime défense. Pour être clair, garantissez-vous que l'Iran ne construit pas et ne construira pas de missiles capables d'atteindre les États-Unis? Je peux tout à fait vous le confirmer, oui. Monsieur, si c'est une ligne rouge pour vous, pourquoi les attaques contre les bases aériennes américaines à l'étranger sont-elles justifiées? C'est tout simplement parce qu'ils sont en train de nous attaquer. Mais les pays qui ont souffert des frappes iraniennes ne voient clairement pas là-dedans une quelconque justice. Par ces actions, Téhéran ne fait qu'augmenter le nombre de ses ennemis. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite rejoignent déjà la guerre contre l'Iran. Les deux pays ont fermement condamné les actions de Téhéran et ont averti des conséquences en cas de nouvelles violations de la souveraineté des États voisins.
Et même la France est prête à entrer en guerre. La France est prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international, à participer à leur protection. Seule la Russie n'est pas prête à passer à l'action. Là-bas, ils ont une fois de plus déclaré qu'ils restaient en contact permanent avec la direction iranienne. En d'autres termes, ils gardent la situation sous contrôle, mais n'ont pas l'intention d'agir. La Chine s'est également exprimée. L'Empire du Milieu a appelé toutes les parties impliquées dans le conflit iranien à cesser les hostilités et à prévenir toute escalade du conflit. Les frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ont violé le droit international et la Chine se dit profondément préoccupée par les conséquences pour les pays voisins. Les analystes déclarent que les 48 prochaines heures seront décisives. Soit il y aura la capitulation du régime iranien, soit une nouvelle escalade. Après la mort de l'ayatollah Khamenei, les protestations se sont intensifiées dans le pays. On signale également des tensions entre l'armée régulière iranienne et le corps des gardiens de la révolution islamique. Le risque d'escalade nucléaire est extrêmement élevé. De plus, l'Iran a annoncé qu'un site nucléaire à Natanz avait été touché. L'AIEA met en garde contre le risque de fuite radioactive. À présent, analysons la situation opérationnelle sur le front de Pokrovsk. Des combats extrêmement violents se poursuivent. Sur le front de Pokrovsk, l'ennemi a mené 20 attaques. Les occupants ont tenté de progresser dans les zones des localités de Chakovo, Krasny Liman, Rodinskoye, Pokrovsk, Kotlina, Udashnoye, Molodetskoye et en direction de Belitsky. Un affrontement est encore en cours. Pendant ce temps, les forces armées ukrainiennes continuent de reprendre leur territoire. La contre-offensive dans le sud du pays bat son plein. Des centaines de kilomètres carrés repassent sous le contrôle de l'Ukraine. Comment avance l'offensive ukrainienne en 2026 et quelles sont les pertes de l'ennemi? C'est ce dont il sera question plus loin. Vous ne voulez pas signer un traité de paix, alors vous signerez une capitulation. Alors que nos partenaires occidentaux, avec Donald Trump à leur tête, viennent seulement de réaliser qu'on ne peut ni traiter avec Poutine et le Kremlin, ni croire aux bonnes intentions de Moscou, les forces armées ukrainiennes ont pris la situation en main et, avec l'arrivée du printemps, ont commencé à reprendre leur propre territoire. Nos contre-attaques se déroulent à la jonction de 3 régions, Zaporijia, Dnipropetrovsk, Donetsk et peut-être la région de Zaporijia. Ces contre-attaques visent à améliorer la situation tactique et à éliminer les groupes d'infiltration ennemis qui se sont introduits en profondeur dans nos dispositifs de combat. Nos défenseurs en sont convaincus. Quoi que raconte le bunkerisé, tout cela n'est que mensonge. L'offensive russe ne s'arrêtera que dans un seul cas, lorsque le Kremlin n'aura plus ni moyens ni hommes pour attaquer. Il ne faut pas compter sur le fait que la Fédération de Russie s'arrêtera uniquement aux frontières des régions de Louhansk et de Donetsk. C'est pourquoi la tâche prioritaire, tant pour l'Ukraine que pour ses partenaires, est justement d'empêcher de tels scénarios d'élargissement du théâtre des opérations militaires au détriment d'autres territoires ukrainiens. Ainsi, les forces de défense ukrainiennes mènent, sur certains secteurs du front, des contre-attaques locales efficaces et réussies. Cela empêche depuis longtemps les occupants russes d'avancer, notamment en direction de la région de Dnipropetrovsk. À ce jour, il n'est pas possible d'acheminer depuis l'arrière russe, depuis l'intérieur de la Russie, le nombre nécessaire de personnel. Et d'ailleurs, ajoutons à cela, regardez les rapports de l'état-major général ukrainien. Chaque semaine, on y trouve des frappes contre le personnel, contre les emplacements des troupes de l'armée russe sur les territoires temporairement occupés. Il est évident que cela affecte la qualité des troupes, leur état et désormais aussi leur effectif. L'objectif principal des forces armées ukrainiennes est de chasser le groupement russe Vostok de la région de Dnipropetrovsk et de stabiliser le front dans la zone de Zaporijia. Les actions réussies de nos défenseurs dans ces directions ont déjà conduit à la libération de plusieurs localités et de centaines de kilomètres de territoire dans les régions. Ainsi, dans la région de Dnipropetrovsk, seuls quelques villages situés à proximité immédiate de la frontière administrative restent occupés. Cependant, si l'on regarde les cartes, on peut remarquer que ces dernières semaines, les forces armées ukrainiennes se sont retirées de plusieurs positions directement sur la ligne de front, les transformant en ce que l'on appelle des zones grises.
Et alors que la propagande russe présente cela comme une victoire du Kremlin, il s'avère que nos défenseurs ont commencé à y appliquer une nouvelle tactique de combat. Aujourd'hui, la zone grise qui existe dans l'agglomération de Pokrovsko-Minogradsk devient plus petite. Aujourd'hui, à certains endroits, il n'y a déjà plus de présence physique de nos troupes. Mais ce n'est pas, disons, une nouvelle sensationnelle, car l'aviation légère fonctionne, nos drones opèrent, ce qui empêche à son tour l'ennemi d'avancer plus intensément selon les délais que les Russes se sont fixés. Tout cela donne aux analystes le droit de dire que la campagne militaire ukrainienne de 2026 n'a pas simplement commencé, mais qu'elle entre dans une phase active. Cela n'est clair que pour le bunkerisé lui-même et ses propagandistes qui déforment constamment les faits. Nous préparons une offensive, mais nous ne savons rien d'une contre-offensive. Mais il semble que même les propagandistes eux-mêmes ne croient pas que les occupants russes soient capables non seulement d'attaquer, mais même de tenir la défense. D'où le nouvel agenda à la télévision russe. La Russie avance sur tous les 10 directions. Même sur l'antenne de Mordor 1, ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Alors, qui donc prépare l'offensive ? À mon avis, c'est un symptôme très intéressant. Et encore une fois, on n'entend pas ici ces exclamations disant qu'il faut aller sur Kiev ou ailleurs. Non, on parle de négociations et de la fin des hostilités. Il s'avère que, peu importe combien le bunkerisé et ses généraux s'agitent, il ne parviendra pas à arracher un nouveau morceau de l'Ukraine. Mais le Kremlin pourrait perdre les territoires déjà occupés bien plus vite qu'on ne le pense. Peu importe ce qu'écrivent les journaux occidentaux sur le fait que Poutine est prêt à faire la guerre jusqu'à la mort, cela peut être vrai, jusqu'à ce qu'il meure. Mais cela pourrait arriver dans un avenir proche. Il y a trop de facteurs qui en témoignent. Et maintenant, il est temps d'analyser la situation opérationnelle sur le front dans la direction de Konstantinovka. L'ennemi devient féroce ici aussi. Dans la direction de Konstantinovka, les occupants ont attaqué à 11 reprises les positions des défenseurs dans les zones des localités de Konstantinovka, Klishchivka, Ivanopol, Berestok, Roussine Yar, Sofievka, ainsi que dans les directions d'Ilinovka et de Novopavlovka. Aux flamants roses s'ajoutent les pélicans. Il s'agit d'un nouveau missile balistique ukrainien et c'est une arme laser créée par nos ingénieurs ukrainiens qui abattent efficacement les Shahed dans le ciel ukrainien. Nous allons vous parler tout de suite de la percée dans la production d'armes nationales par l'Ukraine et de la façon dont cela influence déjà le cours de la guerre. Nous vous invitons à découvrir cela. Les missiles ukrainiens frappent la fierté russe. Les usines où sont fabriqués les Iskander et les Oreshnik, ainsi que les entreprises sans lesquelles le complexe militaro-industriel russe ne peut fonctionner. Les magnifiques flamants roses ukrainiens sont partis à la chasse en quête de nourriture. Les flamants roses, rien que la semaine dernière, Les flamants roses, rien que la semaine dernière, ont prouvé qu'ils existent. Et désormais, les Russes doivent vraiment craindre pour leurs usines du complexe militaro-industriel, pour leur industrie chimique, littéralement pour chaque site situé dans un rayon de 2000 km. situé dans un rayon de 2000 km. Mais le Flamand Rose est un missile de croisière sans aucun doute très puissant. Mais cela ne suffisait pas. Désormais, l'Ukraine dispose du Royal Flash. C'est véritablement ce qu'on peut appeler une percée et une combinaison gagnante. Un missile balistique. Son nom officiel est le FP7 et son développeur est Firepoint, la même entreprise qui produit le Flamand Rose. Ils avaient annoncé le développement de missiles balistiques dès septembre 2025. Et maintenant, ils l'ont enfin montré en pleine action. Selon les caractéristiques techniques, la portée du FP7 est de 200 km, sa vitesse maximale atteint 1500 mètres par seconde et la déviation circulaire est de 14 mètres. La charge utile de combat est de 150 kg. Si par exemple le FP7 passe à la production de masse, Si le FP7 passe à la production de masse, d'énormes problèmes surgiront également pour la ligne de front, car cela signifie que le soutien des opérations de combat contre l'Ukraine au niveau opératif tactique passe à un tout autre niveau, et ce, à la baisse pour les Russes, car tous les centres logistiques, états-majors, toute la logistique, les chemins de fer, tout cela sera constamment sous menace. Cela signifie que les Russes devront tout cacher dans un rayon d'au moins 200 km.
Bien que jouer à cache-cache ne les aidera pas, car Firepoint travaille également sur le développement du missile FP9 avec une portée allant jusqu'à 855 km. Cela aussi avait déjà été annoncé en septembre. Et il ne faut pas non plus oublier le Flamingo. Parallèlement au développement d'armes offensives, l'Ukraine travaille également sur des systèmes défensifs. Il s'agit de la défense anti-aérienne. Il y a quelques semaines, on a appris la création du système laser ukrainien Sunray qui sert à détruire les drones russes. Cette arme tient facilement dans le coffre d'une voiture. Elle ne fait aucun bruit et n'émet aucune lumière, même pas ce fameux rayon rouge que l'on voit dans les films. Lorsque, il y a quelques jours, une équipe de soldats et d'ingénieurs ukrainiens m'a présenté leur prototype, il m'a semblé assez simple à utiliser, presque trop simple. C'est sans aucun doute une nouvelle avancée, mais cela ne suffit toujours pas. C'est pourquoi Kiev a officiellement annoncé des mesures supplémentaires pour renforcer la défense anti-aérienne. Selon le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, l'Ukraine discute actuellement de la création de consortiums conjoints avec ses partenaires afin d'accélérer la production de missiles antibalistiques. Nous manquons cruellement de missiles de type PAC-3 pour la défense anti-aérienne afin de nous protéger contre les missiles balistiques russes. Nous avons également discuté avec le président de la création de consortiums conjoints avec des partenaires afin de produire plus rapidement des missiles antibalistiques. Parallèlement, Kiev s'emploie aussi à détruire les capacités offensives des Russes. Fedorov a annoncé la destruction d'un système de communication grâce auquel les Shahed attaquaient le nord de l'Ukraine depuis la Biélorussie. Nous avons réussi à éliminer le réseau Mesh. Il s'agit d'un type particulier de réseau où chaque appareil fonctionne comme un relais pour les autres, créant ainsi une couverture continue utilisée par les Shaheds dans le nord, ce qui a eu un impact positif sur la capacité de défense de Kiev et du centre de l'Ukraine. Fedorov n'a pas donné de détails sur l'opération, mais il s'agit clairement de la neutralisation d'un site situé sur le territoire biélorusse, ce qui signifie qu'un autre obstacle psychologique a probablement été franchi. Kiev peut mener des opérations sur le territoire biélorusse si les actions des Biélorusses représentent une menace pour l'Ukraine. Et maintenant, Loukachenko devrait se demander si le jeu en vaut la chandelle. Et maintenant, analysons la situation sur le front dans la direction de Slaviansk. Soyons honnêtes, c'est encore un objectif sacré pour Poutine et toute sa clique, respectivement. Et ici, la situation est tendue à l'extrême. Sur la direction de Slaviansk, l'ennemi a tenté à 11 reprises d'avancer dans les zones des localités de Yampol, Dronovka, Platonovka, Zakotnaya, Rezidiakovka et en direction de Rai-Alexandrovka. La direction de l'armée ukrainienne s'engage activement à recruter des étrangers pour le service militaire. L'Ukraine a besoin de centres de recrutement d'étrangers dans le monde entier, a déclaré le conseiller du ministre de la Défense, Sergueï Beskresnov. En quelle quantité, pour quelle mission prévoit-on de recruter des étrangers et quels problèmes urgents cela résoudra-t-il? Les réponses dans notre reportage. Voici le travail des opérateurs de drones du soi-disant Légion internationale d'Ukraine. Ils détruisent facilement les équipements des occupants russes. Des volontaires venus de différents pays du monde combattent pour l'Ukraine contre la Russie depuis les premiers jours de l'invasion à grande échelle. Et en cette 5e année de guerre, plus que jamais, l'Ukraine a besoin d'autant de ses combattants que possible. Bien sûr, nous devons impliquer davantage d'étrangers dans la guerre si nos ressources humaines sont limitées. Nous payons aux soldats en première ligne une somme énorme selon les standards de nombreux pays. Nous avons besoin de centres de recrutement dans le monde entier et d'un système pour travailler avec les étrangers ici. Actuellement, tout cela existe, mais cela fonctionne mal en termes d'échelle, de rapidité et de sélection. Au début de l'année 2026, plus de 10 000 volontaires étrangers issus de 75 pays servent dans les forces armées ukrainiennes. Environ 40% d'entre eux viennent d'Amérique du Sud. En raison du faible niveau de vie sur leur continent, des militaires professionnels se rendent en Ukraine et signent un contrat. Environ 600 personnes rejoignent chaque mois l'armée ukrainienne, mais cela ne suffit pas actuellement. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a récemment déclaré qu'un plan global de recrutement de combattants étrangers dans les rangs des forces armées ukrainiennes avait déjà été élaboré. Fedorov a indiqué que des mesures concrètes seraient annoncées publiquement et mises en œuvre dans un avenir proche. Un plan global a été élaboré. Il est modifié en cours de route à certains endroits. Chaque jour, nous organisons des réunions avec les services compétents et les militaires selon ce plan.
afin d'être absolument certain de son efficacité. Et dans les prochains mois, vous verrez comment, étape par étape, nous commencerons à prendre des décisions concrètes. Le fait que le ministère ukrainien ait commencé à s'occuper sérieusement de la question du recrutement d'étrangers dans l'armée ukrainienne est également rapporté par des chaînes Telegram russes à large audience. Et cela signifie que Moscou n'est pas satisfaite de cette option. L'un des axes du plan consiste à élaborer des solutions permettant d'augmenter la présence d'étrangers dans les rangs des forces armées ukrainiennes. En plus du salaire et des primes de combat dans l'armée ukrainienne, il est possible d'offrir la citoyenneté aux combattants étrangers. Cette option est également judicieuse à proposer à ceux qui vivent déjà en Ukraine sans avoir obtenu la citoyenneté. Le service dans les forces armées ukrainiennes donnera le droit de rester dans le pays choisi pour y vivre, de faire des affaires et de fonder une famille. L'essentiel est qu'il ne s'agit pas de mercenaires vivant dans une situation précaire, mais d'une personne officiellement intégrée dans l'armée ukrainienne, qui en devient membre à part entière avec tous les privilèges. Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'un système de mercenaires, mais bien de tous les étrangers qui signent un contrat avec les forces armées ukrainiennes et servent dans celles-ci, percevant un salaire et des primes, comme il est d'usage dans l'armée ukrainienne. La ressource humaine de l'Ukraine, à la 5e année de la guerre, est limitée. C'est pourquoi la présence d'un grand nombre d'étrangers dans les forces armées ukrainiennes constitue une excellente solution au problème. D'autant plus que, selon les standards de nombreux pays dans le monde, on paie beaucoup d'argent en première ligne en Ukraine. Et maintenant, nous nous déplaçons vers le secteur d'Alexandrovsk du front. Le monde russe continue ici aussi de détruire, de tuer et de mutiler. Sur le secteur d'Alexandrovsk, l'ennemi a lancé 6 offensives dans les zones des localités de Voronoï, Ternovoï, Zlagoda et Stepovoï, et les localités de Pisantsi et Veliko-Mikhailovka ont également été la cible de frappes aériennes ennemies. Des contrats d'1 an, des paiements importants, un service sans interruption des études et un transfert sur budget d'État. Ou comment le Kremlin recrute des étudiants pour servir dans les soi-disant troupes de drones. La campagne active de recrutement d'étudiants pour participer à la guerre contre l'Ukraine a commencé en janvier de cette année. Nous allons expliquer comment Moscou recrute la jeunesse et pourquoi cette campagne de recrutement d'étudiants est vouée à l'échec dès le départ. Le Kremlin recrute des étudiants pour la guerre en Ukraine. Selon les informations recueillies par ECHO, des étudiants sont recrutés pour la guerre dans au moins 70 établissements d'enseignement de 24 régions, y compris la Crimée annexée. La campagne active de recrutement d'étudiants pour participer à la guerre contre l'Ukraine a commencé en janvier. On propose aux étudiants de signer un contrat avec les troupes des systèmes de drones. Le ministère de la Défense promet d'importantes primes, un service sans interruption des études, un transfert sur budget public et un contrat d'1 an. En premier lieu, ces lettres, pardonnez-moi l'expression, de bonheur sont reçues justement par ceux qui n'ont pas validé leur session ou autre chose. Ce sont les premiers à qui ces messages du décanat ou du rectorat sont adressés. Signez un contrat et alors tout d'abord, vous serez affecté aux troupes de drones. Peu de gens comprennent vraiment ce que c'est et si cela est réellement stipulé dans le contrat. Je ne parle même pas du fait que c'est un mensonge pur et simple lorsqu'ils écrivent que le contrat est censé durer à peine 1 an, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle une arnaque pour les naïfs. D'un autre côté, les étudiants sont tout de même assez malins et il est peu probable qu'ils se laissent avoir par une arnaque aussi évidente. Et oui, la promesse du ministère russe de la Défense concernant un contrat d'1 an est un mensonge, car avec les étudiants, ils signent un contrat militaire classique qu'il est impossible de résilier. De plus, le service dans les troupes de drones n'est pas garanti. Un étudiant recruté peut, par exemple, être transféré par le commandement dans l'infanterie. En même temps, les étudiants subissent des pressions. On les oblige ainsi à assister aux réunions de recrutement, sous la menace de sanctions en cas d'absence. Parfois, les étudiants, surtout ceux qui ont de mauvais résultats, sont convoqués individuellement par la direction et, lors de cet entretien, on les persuade de signer un contrat. En plus de cela, on promet aux étudiants d'importantes primes, auxquelles certains établissements ajoutent leurs propres compléments. Mais même cela ne suffit pas à faire en sorte que les étudiants désireux de servir fassent la queue. Dans le cas du recrutement des étudiants, la motivation financière ne fonctionne tout simplement pas parce que, tout d'abord, les étudiants ne sont pas des alcooliques issus de la profonde province, ce sont des personnes qui ont accès à un large éventail d'informations. C'est pourquoi tout étudiant comprend que, quels que soient les montants proposés, il s'agit d'un prix pour sa vie.
Et il faut reconnaître que les étudiants russes ont des questions à poser au pouvoir, non seulement concernant les mensonges flagrants, comme lorsque la signature d'un contrat avec le ministère de la Défense est présentée comme le principal tremplin dans la vie. Il faut dire que les autorités ont fait tellement de tort aux étudiants en annulant avant tout le processus de Bologne, en supprimant la possibilité pour les jeunes de partir en stage dans d'autres pays. C'est pourquoi les étudiants ont envers ce pouvoir une attitude, sinon franchement d'opposition, du moins assez critique. En signant un contrat, les étudiants enrôlés se placent entièrement à la disposition du ministère russe de la Défense et c'est un aller simple, sans droit ni garantie de survie. Et les nombreux étudiants russes, fort heureusement, le comprennent déjà parfaitement bien, tout à fait conscients de la situation. C'est tout pour aujourd'hui, mais très bientôt dans l'émission Front News, de nouveaux reportages uniques de nos journalistes venus des points les plus chauds de la guerre, obtenus pour que vous connaissiez la vérité. C'était Vladimir Timochenko avec vous. Prenez soin de vous et de vos proches.